Bonjour et bienvenue sur ce quatrième webinaire, donc les rencontres sur le chemin du passeur. Cette série de webinaires est proposée à la suite de la parution du livre Le Passeur, donc récit écrit par Olivier Erard, ici présent. Et il est relatif à la mise en mouvement du territoire du Haut-Doubs dans une démarche de transformation de l'économie, des loisirs et du tourisme. Donc la démarche de transformation qui a été engagée à partir de la décision d'acter de la fin du ski sur la station de Métabier, et ce à l'horizon 2030-2035. Donc de cette première expérience qui est singulière et pionnière, nous avons tiré des enseignements. Elle concerne en effet un territoire de montagne qui a engagé une démarche de transition sans attendre d'être au pied du mur. Comme on a pu le voir cet automne, de nombreuses stations, hélas, annonçaient des fermetures qui n'étaient pas préparées. Et c'est toute la différence avec ce qui se passe sur le territoire du Haut-Doubs. Donc, par rapport à ces enseignements, on imagine qu'ils peuvent être utiles à toute démarche qui vise à transformer un système socio-économique, que ça soit une organisation privée, publique ou un territoire, comme c'est dans le cas dans le livre Le Passeur. Donc, livre que vous pouvez évidemment vous procurer, on vous encourage, il est en accès à la boutique en ligne. Voilà, vous trouverez les coordonnées sur les commentaires de cette vidéo. Sur cette quatrième séquence, nous poursuivons les échanges sur l'étape renoncement associée à la mise en mouvement du système d'acteurs. Je le rappelle, il y a 3 grandes étapes qui sont identifiées dans le livre. La première chose, c'est le déclenchement. La deuxième chose, c'est renoncement et mise en dynamique. Et puis après, on a une troisième grande phase qui est le passage à l'échelle. Donc là, on est dans la deuxième phase. Et nous allons tirer le fil de la mise en dynamique du système d'acteurs à partir de la notion des communs. Voilà. Donc, on va se poser la question de savoir quels sont nos ennemis communs et quels sont nos amis communs. Et pour cela, on définira la notion de commun au sein d'une communauté d'acteurs et on procédera à des retours d'expérience sur la manière d'utiliser cette notion comme des leviers à la démarche de transformation culturelle et sociétale. On reviendra aussi sur la notion de renoncement qu'on a abordée la dernière fois dans une perspective de mise en mouvement du système. Voilà, ce à quoi nous pouvons renoncer et ce à quoi nous ne pouvons pas renoncer. Du coup, Olivier, je te propose de nous faire part de ton expérience du Haut-Doubs pour parler des ennemis et des amis communs dans le Haut-Doubs, dans la démarche menée sur Métabier. Ouais, merci Stéphane, bonjour à tous. Donc, le, on va dire que le processus renoncement, mise en mouvement, ça reste toujours un processus progressif, c'est-à-dire on ne le décrète pas en disant on sait exactement ce à quoi on va renoncer. Les choses arrivent progressivement. Donc nous, ça a été notre cas, hein, puisqu'on a, on a, on a eu à renoncer à des investissements liés au ski. Ensuite, on a eu à renoncer à l'idée qu'on pouvait remplacer facilement le ski sur le périmètre de la station. Ensuite, on a eu à renoncer qu'il n'y avait pas de solution toute faite. On a eu à renoncer également que potentiellement, il n'y aurait pas d'effet de remplacement du 1 pour 1. Et en fait, c'est plus on allait vers ces renoncements et plus on sentait que on se concentrait sur finalement ce qui nous rapprochait. Et effectivement, à un moment donné, quand tu parles d'ennemis communs, l'ennemi commun, on va dire que pour nous, c'est le climat qui n'est plus favorable à notre ressource première qui est la neige et le froid. Euh, Cet ennemi commun, en fait, il n'est pas, comment dire, il est pas sanctuarisé, on dit, et c'est plutôt quelque chose qui a du mal à sortir. On n'est pas en train de se dire tous, oui, ça y est, on va plus avoir de neige et on est tous ensemble et on va lutter contre cette idée-là et on va se mettre en marche. Donc ça ne marche pas en fait. Enfin, nous, on l'a pas vécu comme étant quelque chose de formalisé à un moment donné. Bon, tout le monde est d'accord pour dire qu'il n'y aura plus de neige. Non, ça reste quand même quelque chose qui n'est pas intégré et qui reste pas intégré pour 80-90% des parties prenantes du système. Et néanmoins, ça bouge. Et en fait, je pense que ce qui fait bouger, c'est pas tant l'acceptation de cet ennemi commun, c'est à un moment donné l'émergence de communs, d'amis communs. Euh, Finalement, nous, on l'a fait émerger à plusieurs niveaux. Déjà au niveau de notre équipe station, sur finalement qu'est-ce qui faisait qu'on travaillait sur la montagne, pourquoi on était là, pourquoi on était ensemble, etc. Donc il y avait quelque chose de l'ordre des valeurs, l'amour
de notre montagne, faire plaisir aux gens, l'amour du geste métier. Et puis progressivement, en fait, on a étendu cet aspect un peu plus du sens pour aller vers finalement qu'est-ce qui faisait qu'on faisait système. Et c'était pas uniquement pour le ski, qu'il y avait d'autres choses qui ressortaient, notamment l'amour de notre montagne, la volonté de rester travailler ici au pays. Là, il y avait cet attachement. Euh, et je pense que le faire ressortir, c'est hyper important. En même temps qu'on annonce l'ennemi, ben, il faut faire vivre l'ami et montrer que progressivement, on se rend compte que finalement, les deux sont pas forcément associés. Vivre à la montagne, vivre et travailler à la montagne, et puis faire plaisir aux gens et se faire plaisir en travaillant, c'est pas forcément lié à la neige et au froid. Donc, on sent que c'est décorrélé progressivement et qu'il y a des choses qui s'ouvrent. Donc, il faut intensifier le côté commun. Et c'est vrai que cette idée du commun montagne, revenir finalement au territoire où l'on est, d'ici, maintenant, nous, on est allé assez loin sur cette démarche finalement, parce qu'on s'est rendu compte que si on devait faire un développement d'activités alternatives au ski, finalement, on allait déglinguer la montagne qu'on aime, en fait. Que ce soit par des activités ludiques, style tyrolienne, luge, enfin tout ce qui est un peu de l'ordre de parcs d'attractions, que les parcs d'attractions savent très bien faire. Mais pourquoi le faire à la montagne finalement? Donc ça, on n'en voulait pas. Et puis par ailleurs, tout ce qui est activité de pleine nature, on se rendait compte que ça provoquait déjà des conflits d'usage et ça provoquait de la pression sur les milieux naturels. Donc on a engagé une thèse en psychologie sociale et environnementale en 2021. Et en fait, l'objectif, c'est de créer un commun qui est le massif montagneux sur lequel on est. Et donc, Lucie Brelet est en train de finir sa thèse, elle est en train de finaliser un serious game qui pose la montagne comme étant le commun à préserver. Donc, quand je dis elle le pose au milieu de ceux qui vivent de la montagne, c'est-à-dire les agriculteurs, les forestiers et des personnes qui font du tourisme. Et on se rend compte dans ce processus que quand on va chercher les gens dans ce qu'ils ont de plus, de plus intime, par des méthodes, elle a utilisé des cartes mentales, etc. Mais en bilatéral, hein, on n'est pas. Donc elle a fait beaucoup d'entretiens, une soixantaine. Eh bien, on arrive à vraiment sortir quelque chose d'assez finalement indiscutable. C'est-à-dire ça, on sait qu'on ne peut pas y renoncer. Voilà. Donc, petit retour d'expérience. Je ne vais peut-être pas trop m'étendre là-dessus, mais Stéphane, je te laisse reprendre de la hauteur. Merci Olivier. Je vais aborder, finalement, on parle de commun, d'ennemis communs, d'amis communs. Ça nous emmène un peu sur qu'est-ce qu'un commun et quelle est sa gouvernance des communs au sens territorial. Donc, je vous donne la définition de Charlotte Hess. Charlotte Hess a travaillé avec Elinor Ostrom. Donc, elle dit que les communs sont des ressources partagées par un groupe de personnes qui sont vulnérables aux dégradations et aux enclosures. Donc, donc c'est une ressource qui est partagée et donc forcément utile à un groupe de personnes. Vulnérable parce que si on le perd, on est en difficulté et donc d'où d'avoir une gestion commune et consciente de ce commun-là. Et puis les enclosures, ça fait référence à l'histoire d'Angleterre, fin 16e et début 17e, qui est relative à un vaste mouvement de privatisation des ressources communes, donc terre, cours d'eau, au motif de la productivité, notamment pour la production de la laine. Donc l'idée, c'était de circonscrire les parcelles qui étaient les parcelles de terre qui étaient à l'époque finalement à disposition de tout le monde pour que chacun puisse faire ses cultures. Bah, finalement, c'est des propriétaires privés qui les ont accaparés et qui les ont gérés de manière complètement privative. Voilà. Et le motif qui était derrière, c'était la productivité.
Donc, alors, ce mouvement, s'il a creusé les inégalités sociales, a eu cependant des bénéfices environnementaux. Donc, il y a toujours des bénéfices par rapport à les inconvénients, notamment grâce à la création des haies qui permettent le drainage de l'eau et puis le développement de la biodiversité localement. Voilà. Donc, finalement, les enclosures, c'est l'idée de fermer les parcelles de terrain avec des haies. Donc, je vous invite à découvrir ce sujet, notamment au travers de l'article L'inventivité sociale et la logique du partage au cœur des communs, qui a été écrit par Hervé Le Crosnier, qui est enseignant-chercheur à l'Université de Caen-Normandie. Il a notamment écrit sur le sujet de la partage de la connaissance. Voilà, donc je mettrai le lien en description dans la vidéo. Nous avons aussi parlé d'ennemis communs, donc, qui est une approche martiale du sujet, qu'on utilise dans le champ du management, en fait. Hein. C'est l'idée que quand on identifie un ennemi commun, on peut resserrer les rangs autour d'une finalité commune. C'est notamment l'approche qui a été mise en œuvre par Aimé Jacquet au moment de la Coupe du Monde de 98. Donc ça c'est pas tout récent, mais c'était assez marquant. C'était une équipe de France qui avait été constituée, qui était assez jeune, qui avait été constituée par Aimé Jacquet et qui avait été très critiquée dans sa sélection. Et il a utilisé finalement ce contexte qui était hostile pour finalement faire des médias et de la vindicte populaire un ennemi commun pour fédérer les équipes, enfin l'équipe autour du projet et finalement travailler à vase clos pour pouvoir se préparer au mieux pour cette Coupe du Monde. Voilà. On a parlé d'ennemis communs et dans l'approche redirectionniste, nous pouvons aussi parler de communs négatifs. Donc cette notion est développée par l'équipe de chercheurs d'Origine Media Lab et en particulier par Alexandre Monin, Diego Landivar et Emmanuel Bonnet. Et donc Alexandre Monin propose cette définition. Donc la notion de commun négatif s'attache aux problèmes soulevés par la gestion de certaines réalités dont les effets sont négatifs, notamment dans le domaine environnemental. Donc on parle des déchets, de centrales nucléaires et aussi d'autres éléments dont nous allons hériter à l'avenir et dont il va bien falloir prendre soin. Voilà. Donc c'est pareil, je mettrai le lien dans la vidéo vers l'article Les communs négatifs d'Alexandre Monin. Donc ce détour par la gestion des communs m'amène à vous présenter en quelques mots les 8 principes de la gestion des communs d'Elinor Hofström, qui est prix donc, de la Banque de Suez en sciences économiques, comme je le disais tout à l'heure, qu'on appelle communément le prix Nobel. Je vais partager mon écran. Voilà, donc Elinor Hofström a travaillé sur cette notion de commun. Elle a été d'ailleurs primée tardivement dans sa carrière professionnelle en 2009. Et elle définit que la gouvernance des communs, pour que ça se passe bien dans une société, il faudrait qu'elle obéisse finalement à ces 8 principes. Donc, des limites nettement définies. Voilà. Donc, on ne peut pas avoir une vision floue d'un commun. Il faut vraiment avoir une vision précise pour qu'on puisse s'accorder sur ce qui est dans le commun et ce qui est à l'extérieur du commun. Des règles qui sont bien adaptées, qui sont claires et précises et sans ambiguïté. Donc ça, c'est important. Entre acteurs de la gestion d'un commun, c'est de travailler sur l'explicitation des règles pour cette gestion et éviter l'ambiguïté, c'est-à-dire vérifier que chacun a la bonne compréhension, en tout cas la même compréhension de ces règles. C'est un système qui permet aux individus de participer régulièrement à la définition et à la modification des règles. Donc là, on fait plutôt appel à la gouvernance partagée, l'intelligence collective pour pouvoir définir ces règles. Voilà, chaque acteur, finalement, qui bénéficie du commun doit pouvoir aussi participer à l'élaboration de ces règles et à leur révision. Une gouvernance effective est redevable à la communauté vis-à-vis des appropriateurs. Donc là, il est important que ce soit les utilisateurs qui puissent gérer l'ensemble du commun et non pas simplement quelques personnes qui pourraient en profiter. Voilà, donc ce commun peut avoir des usages directs et indirects. Si je prends par exemple l'exemple d'un champ, un champ, il va avoir un usage direct auprès de l'agriculteur, mais il y a tout un écosystème d'acteurs qui vont en profiter. Et donc, du coup, chaque acteur qui vont profiter de la parcelle ou être impacté par ces activités doit être impliqué dans la gestion. Un système qui est gradué de sanctions, donc de prévoir des sanctions si on déroge aux règles. Un système qui doit être peu coûteux en résolution de conflits. Voilà, l'idée c'est de ne pas monter des usines à gaz et de créer tout un système compliqué à mettre en œuvre pour pouvoir justement appliquer ces sanctions.
Donc, on doit pouvoir résoudre des conflits simplement et assez efficacement. Une autodétermination qui est reconnue des autorités extérieures. Par exemple, si je prends une parcelle, un terrain plus ou moins vaste, il est important que les règles qui sont mises en place soient acceptées par l'écosystème et les autorités extérieures. Donc là, il y a une notion de subsidiarité de la décision et donc de délégation dans un cadre défini par les autorités extérieures des règles de gestion. Voilà. Et puis, s'il y a lieu, une organisation à plusieurs niveaux de projet qui prend toujours pour base les bassins de ressources communes. Voilà. Donc là, effectivement, si on a besoin de morceler, parce qu'en fait, le périmètre est trop large, soit un périmètre fonctionnel, ça peut être un périmètre géographique, mais ça peut être un périmètre technique, un périmètre d'expertise. On a besoin de le morceler pour avoir une gestion plus appropriée. Par contre, il y a besoin de se référer à un cadre commun. Voilà. Alors, la problématique que ça pose, donc comme nous allons le voir, ces principes sont très éloignés culturellement de la manière dont nos sociétés extractivistes, productivistes, avec des modèles qui sont plutôt linéaires et néolibéraux, se comportent vis-à-vis des communs qui sont vitaux pour notre société. Et c'est bien le problème qu'on rencontre aujourd'hui. Donc, si je fais une espèce de miroir de cette gouvernance des communs par rapport au premier principe, donc des limites nettement définies, aujourd'hui, les systèmes alors, EPLNL, ça veut dire système extractiviste, productiviste, linéaire et néolibéraux, sont expansionnistes. Donc, ils considèrent que les limites n'existent pas, ou elles sont extensibles et elles sont négociables. Par rapport à la deuxième règle, donc des règles bien adaptées, claires et précises, sans ambiguïté, donc les systèmes extractivistes structurent la société sur la base de règles globalisées, standardisées, applicables de manière inversement proportionnelle au pouvoir dont chacun des acteurs dispose. Voilà, donc on est toujours dans faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Un système permettant aux individus de participer régulièrement à la définition des modifications des règles, eh bien, on a plutôt des systèmes qui développent, qui concentrent le pouvoir réglementaire dans les mains d'une minorité. Dans les démocraties, les peuples votent les règles, ils ne contribuent que très rarement à leur élaboration. Et ça, c'est vraiment un problème de nos systèmes démocratiques, c'est qu'on élit des représentants. Pour autant, il n'y a pas de processus qui permette aujourd'hui le travail en amont sur les lois. Donc on peut être 100 millions à voter une loi. Si la loi est mauvaise, la décision sera forcément mauvaise. Donc il est important qu'on puisse en amont travailler sur la définition collectivement des règles et des lois. Une gouvernance effective et redevable à la communauté vis-à-vis des propriétaires. Donc, en fait, dans les systèmes actuels, économiques actuels, on confie la gouvernance aux propriétaires des ressources qui décident de leur sort. J'avais été assez surpris d'entendre qu'on pouvait finalement, une avocate des droits du sol, justement, enfin, pas au sens natalité, mais au sens foncier, exprimer l'idée qu'en fait, si je voulais détruire, si j'achète une parcelle de terrain, je peux très bien décider de la détruire. Alors, il y a quand même quelques garde-fous qui se sont installés ces dernières années, mais j'en ai l'usage. Et ça pose vraiment des difficultés, quoi. Voilà. Puisqu'en fait, cette parcelle, même si elle a été achetée pour un usage précis par une personne, elle participe à un commun qui est beaucoup plus vaste. Voilà. Par exemple, si on prend l'exemple du film Manon des sources, on voit bien la difficulté que ça pose d'acheter un terrain sur lequel il y a une source et qui se poursuit au-delà de son terrain. Si je stocke l'eau de cette source dans une grande bassine, un grand puits pour mes propres besoins, eh bien, j'enlève cette eau qui est un commun pour les gens qui sont en aval. Voilà. Mais Olivier, tu as plus d'expérience que moi sur le sujet de la gestion de la ressource en eau. Un système qui est gradué de sanctions. Donc aujourd'hui, nos systèmes socio-économiques développent des sanctions qui sont négociables. Donc aujourd'hui, tout est négociable. À partir du moment où on a du pouvoir, de l'argent, du temps et des avocats, on est capable de négocier les règles. Et c'est ce qui crée des difficultés. Un système peu coûteux de la résolution de conflits. Aujourd'hui, notre société est organisée pour générer de la richesse économique et grâce au conflit. Donc, ça fait vivre des avocats, ça fait vivre des juristes, ça fait vivre tout un écosystème. Et finalement, voilà, la règle devient elle-même un vecteur de business. Et donc, on est dans un système qui pousse à ce que ça coûte cher, que ça prenne du temps.
Une détermination reconnue des autorités extérieures. Donc aujourd'hui, on a plutôt une société qui développe un système au sein duquel les marges de manœuvre locales sont réduites et définies par les autorités centrales. Ouais, une forte centralisation des pouvoirs et une difficulté pour les règles établies d'un point de vue global d'être applicables à tous les cas sur le terrain. Voilà. Donc on a peu de discernement. Malgré la loi de la décentralisation qui a permis un peu plus de pouvoir théoriquement des collectivités locales, il y a finalement énormément de règles qui sont décidées au global et qui sont difficilement applicables localement. Et puis le huitième principe, une organisation à plusieurs niveaux de projet qui prend toujours pour base ces bassins de ressources communes. Donc aujourd'hui, on est plutôt dans une logique où on a plutôt les intérêts particuliers des dirigeants, en fait, de chacun des dirigeants ou des propriétaires. Voilà. Donc sans changement culturel profond, on ne pourra pas réussir à nos fameuses transitions. À noter que ces changements interrogent nécessairement les racines de notre civilisation occidentale, au sein desquelles la notion de liberté individuelle a pris le pas devant les libertés collectives. Donc la liberté individuelle, tout le monde en rêve, moi le premier. Par contre, on a perdu cette notion de commun dans la gestion de notre société. Du coup, d'où une dérive qu'on aurait besoin de recadrer pour pouvoir mener des projets de transition. Ces sujets de transition qui nécessitent justement d'observer le monde avec le regard de la pensée complexe, donc un regard qui est holistique, systémique et dynamique, et qui nous permet de comprendre que si nous réglons nos problèmes liés aux conséquences de la transformation du climat, de l'effondrement du vivant, de la ressource en eau, des matériaux, des énergies, sans nous préoccuper des problèmes des autres, alors nous courons notre perte. J'ai eu l'occasion de voir une conférence d'Arthur Keller récemment sur Aix-les-Bains. Et voilà, pour le paraphraser Arthur Keller, ce n'est pas parce que les pays occidentaux dits développés ont une énergie totalement décarbonée et une trajectoire net zéro qu'à l'échelle de la planète, nous avons réussi la fameuse transition. Donc on a besoin de considérer la planète Terre comme un commun, parce qu'une molécule de CO2 qui a été émise en Inde aura autant d'impact sur nous que sur les Indiens. Donc le sixième rapport du GIEC, et du groupe 3 en particulier, met en exergue le rôle important de la réduction des inégalités sociales et par conséquent de l'indispensabilité d'une gouvernance des communs au sens des 8 principes d'Elinor Ostrom. Alors ce n'est pas le rapport du GIEC qui cite les principes d'Elinor, mais c'est un lien de cause à effet que je fais. Et pour pouvoir relever les défis écologiques et économiques, on a besoin de se réapproprier la notion de commun. Voilà. Olivier, après ce long développement, je vais arrêter mon partage d'écran et je te propose de revenir sur Métabier et puis de nous raconter peut-être ce que tu as réussi à mettre en œuvre pour mettre en mouvement les acteurs en partant de la notion de commun et puis de renoncement, du coup, avec ce à quoi on peut renoncer ou pas renoncer. Quelles ont été tes observations là-dessus? Bon, là, tu nous as ouvert effectivement un spectre très très large et je pense que justement, une des façons de sentir ce qu'est le commun, c'est de revenir à ce qui est dans la proximité, Oui. ce qui est palpable. Effectivement, et du coup, la notion de territoire est en soi une notion très, très difficile à définir, hein, puisqu'elle est à la fois géographique, mais elle est aussi culturelle, elle est inconsciente, elle est historique, etc. Et je pense que c'est une des premières étapes finalement qu'on a fait, alors pas dans la phase station Métabier, mais quand il s'est agi de passer à l'échelle. J'anticipe un peu la dernière étape, mais cette notion en fait de se dire finalement, oui, on est attaché à notre montagne, mais cette montagne, finalement, c'est un élément d'un territoire auquel on est attaché. Et progressivement, on s'est rendu compte que l'identité qu'on revendiquait à l'échelle de notre massif était secondaire par rapport à une identité plus nordique, plus élargie à l'échelle du territoire du Haut-Doubs, on appelle le Haut-Doubs. Et ça nous a permis de délimiter finalement le bon territoire commun. Et ça, c'est une étape qui, à mon avis, je trouve que l'approche d'un territoire, même pour les entreprises, aujourd'hui, je vois qu'il y a le CJD qui s'interroge beaucoup sur comment l'entreprise est un acteur de son territoire. Et les premières questions qui émergent, c'est quoi le territoire, en fait? Et c'est vrai que il y a plein de recherches sur la notion de territoire, donc on ne peut pas y répondre comme ça.
mais on peut le définir à partir des parties prenantes en les faisant s'exprimer sur, pour eux, c'est quoi le territoire en fait. Et ça part de limites géographiques, mais aussi d'histoire. Et moi, j'aime bien aussi cette idée de le territoire, en fait, il est délimité aussi sur euh, comment les gens font la fête en fait sur ce territoire, comment ils arrivent à se retrouver pour faire la fête. Et ça c'est une définition de territoire qui, en tout cas chez nous, a parlé. Parce qu'en fait, on a constaté qu'il y avait deux points d'accroche qui étaient très forts chez nous. Alors, je dis chez nous, moi, je suis pas de ce chez nous, mais je fais comme si. C'est l'agriculture au travers des comices, donc les fêtes agricoles, et puis le ski nordique au travers des compétitions. Et du coup, progressivement, on s'est dit, mais en fait, là, on a des valeurs clés qui nous permettent d'accrocher à quelque chose de très fort. Et du coup, bah, après, on a approfondi par des entretiens bilatéraux, une soixantaine. Donc, c'est Claire Le Boisselier qui a fait ce travail-là pendant presque 6 mois. Hein. Donc, c'est quelque chose qui prend du temps, mais qui génère une matière qui est derrière hyper précieuse, justement pour anticiper les renoncements, et notamment le renoncement au ski de fond. Sur un territoire comme le Haut-Doubs, c'était pas du tout envisageable il y a 2 ans. Mais fin d'année dernière, même avant l'hiver catastrophique, bah, la prise de conscience était là et les décisions étaient prises. Et pourtant, voilà, c'était un élément qui était hyper structurant. Et je pense que ce renoncement, il a pu se faire parce qu'on a aussi, on a exprimé, on a questionné sur. Et pour vous, c'est quoi le nordique en fait? Ça veut dire quoi le nordique? Et puis, bah, on est allé sur des champs. C'est le sentiment de liberté, c'est ce plaisir d'être dans la nature, c'est sentir le froid, c'est les grands espaces, etc., etc. Voilà. Donc on a décortiqué en fait ce qu'on résume souvent à quelque chose de très simple et qui est par définition complexe, mais qu'on a oublié finalement de redéfinir et voilà, de re-questionner. Et ce qui nous a permis de dire, mais en fait, c'est ça auquel il ne faut pas renoncer. Ce commun, finalement, d'un territoire nous renvoie à des valeurs individuelles, de lien à soi, de lien aux autres, de lien à la nature, qu'il faut garder. Sinon, on n'existe plus. Sinon, on n'a pas d'intérêt à vivre, en fait. Donc, on va toucher loin. Hein. Et donc, à partir de là, ça crée des socles sur lesquels on va pouvoir reconstruire quelque chose quand on va redire, en fait, le ski de fond, c'est fini. Ouais, mais comment on fait vivre, du coup, ces valeurs-là? Et c'est ce travail finalement qu'on a réussi à faire pour faire émerger d'autres choses qui pour l'instant ne sont pas forcément très concrètes, mais en tout cas, il y a une mise en mouvement qui est faite. Ouais, c'est-à-dire ça fait partie du récit. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, ce travail-là a permis de s'apercevoir que la neige, qui est quand même un élément culturel fort dans le Haut-Doubs et le territoire du Haut-Doubs, mais effectivement, la notion de territoire est compliquée à cerner. La neige était finalement un vecteur d'autre chose, c'est-à-dire que c'était un prétexte ou un média au service d'autres besoins fondamentaux des acteurs qui étaient sur ce territoire. Comme tu l'as dit, exprimer la fête, les compétitions, mais les compétitions de ski nordique, qu'est-ce que ça sous-entend, etc. Et de faire ce travail-là finalement d'explicitation, de le faire de manière partagée, collective, ça permet finalement de s'apercevoir que oui, ok, la neige, aujourd'hui c'était un moyen qui nous permettait mais ce n'est pas le seul moyen, il existe plein d'autres moyens. Ça me renvoie aux travaux d'Origine Média Lab qui font notamment sur la ville de Grenoble et le sujet des piscines, où se poser la question est-ce qu'il faut reconstruire une piscine à Grenoble ou pas, parce qu'en fait il y en a une qui était particulièrement dégradée, et c'est quoi l'avenir de ces communs qui sont des communs négatifs, parce qu'en fait ils coûtent énormément d'énergie, etc., etc. Alors de l'eau, de la consommation d'énergie, mais par contre, ils apportent tout un tas de services à la collectivité. Donc, apprendre à nager, le sport d'un côté, et puis c'est aussi l'occasion de se rencontrer, de passer un moment en famille, etc., etc. Et autant peut-être il existe d'autres solutions que de construire des grandes piscines olympiques pour pouvoir s'entraîner et faire du sport. Donc là, c'est un sujet particulier qui concerne finalement peu de personnes dans le territoire. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas entendable, en tout cas, ça se discute. Et puis, il y a un autre sujet qui est d'entretenir le
le lien social, d'apprendre aux enfants du territoire à nager, etc. Et on n'a pas forcément besoin des mêmes équipements pour servir. Donc finalement, on a fait des solutions, des finalités, mais en fait, il faut plutôt remonter à en quoi ces solutions techniques qu'on a mis en place, la piscine, en quoi la neige, c'est ce qui est une solution en fait qui nous a permis de drainer toute une économie et tout un tas d'autres activités sociales. Finalement, est-ce qu'on a d'autres possibilités pour remplacer ces éléments? Parce qu'en fait, nos communs, ils se situent à un autre endroit. Et juste pour finir, mais j'ajoute par rapport à ce que tu as présenté sur les principes de gouvernance des communs, quand on dit on, c'est qu'on a effectivement le côté décisionnel qui est toujours présent, qui est toujours connecté au côté terrain, au côté ressenti, etc. Et c'est vrai qu'il faut venir confronter les gouvernances en place sur cette notion-là. Et on voit que là, il y a de la friction et qu'il y a de l'adaptation qui se fait, mais qui se fait parce que il y a ce balancement entre ce que vivent les opérateurs et souvent les opérateurs économiques, c'est-à-dire ceux qui font vivre ce territoire finalement, et puis ceux qui appliquent des règles d'organisation territoriale avec, comme tu l'as dit, des fois des règles qui descendent et qui ne sont pas adaptées ou qui sont très homogènes sur quels que soient les territoires, sans aspérité. Donc voilà, on arrive, mais donc faut vraiment être dans cette dynamique de rester connecté à la gouvernance en place et changer la gouvernance en place plutôt que de recréer des gouvernances de gestion des communs en fait. Non, ce sont aux gouvernances en place de s'approprier cette notion de commun. Exactement, oui, c'est un point important qu'on avait déjà évoqué, mais on a tendance dans les projets de transition à vouloir mettre en place des systèmes de gouvernance. Et on dit, voilà, oui, mais avant de faire des choses, il faut qu'on mette en place une gouvernance, etc. Donc c'est devenu un peu une tarte à la crème parce que les systèmes de gouvernance existent, il faut les mobiliser sur ces sujets-là et apprendre à travailler autrement, mais avec les mêmes systèmes de gouvernance, effectivement. Ainsi s'achève ce 4e webinaire. Donc, nous vous invitons à retenir la date du 12 décembre, qui sera la dernière séquence 2024, a priori. Et on en profitera pour faire gagner des livres aux personnes qui seront présentes. Voilà. Donc, d'ici là, on vous souhaite une belle fin de journée et une très bonne continuation. À très bientôt.